Moi, c'est bon, il y a marqué en live sur Facebook. Je pense que vous le voyez aussi. Madame Aubron, bonjour. Alexis Vanier, Bonjour. bonjour. Donc, nous voici en direct des studios de Radio Nantes, notre radio partenaire. On est ravis de vous la faire découvrir aujourd'hui. Pour vous faire une petite visite, donc, Madame Laurence Aubron, la directrice, est là. Et je vais laisser la parole et la présentation à Alexis Vanier, membre du comité de rédaction du Tourillon. Puis, on va peut-être commencer par la visite. En tout cas, moi, je m'éclipse et je vous souhaite une bonne visite des studios de radio. Merci beaucoup. Donc bonjour, Laurence Aubron. Donc, Bonjour. on va commencer tout d'abord par une petite visite des studios de radio, si vous le voulez bien. Nous Oui. montrer où tout se joue. Alors, je vais retourner déjà je retourne, je ne sais pas comment on retourne ça. Comment est-ce que je fais le retour? Comme ça, avec ton téléphone. Alors, je vais tourner mon téléphone. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, donc là, vous avez... Alors là, on ne peut pas rentrer dans le grand studio, malheureusement, là, aujourd'hui, parce que, comme vous pouvez le voir, voilà, on est en émission. Voilà, c'est une émission qui s'appelle Les Voix de l'Histoire et qui a lieu une fois par semaine sur Euradio. Voilà, donc c'est l'histoire contemporaine et l'histoire européenne. Voilà, donc une fois par mois. Donc ça, autrement, là, on est dans un petit studio qui est le petit studio d'animation de radio. D'accord. Voilà, donc on va sortir de là. C'est très bizarre parce que je ne vois pas du tout ce que je fais. Voilà. On arrive ici dans un local qui est le local technique, alors qui est le local où on retrouve toutes les baies de radio sur les différents départs des villes. Voilà, donc tout n'est pas installé encore aujourd'hui. Voilà. Vous ne verrez pas Laurent qui est le grand technicien et le grand Manitou de ce projet de raccordement dans toutes les villes françaises, puisqu'il est à Bruxelles aujourd'hui. Voilà, mais ça, c'est notre local technique qui va être plein de baies. Voilà, donc il sera rapidement trop petit également. Donc là, on est dans le couloir de radio. Je vous repasse également là le studio. Voilà, avec le on-air, donc on ne peut pas y rentrer. Voilà. Là, on arrive donc à l'orée 2, le bureau administratif où on retrouve donc Corentin. Je peux dire bonjour, parce que je pense que tout, voilà. On retrouve Aurélien, voilà, journaliste également à Euradio. Ici, nous retrouvons donc Yelena qui sort et qui est en stage chez nous, voilà, et qui sort d'une petite cabine. On va la montrer. Qui est une petite cabine où on fait les montages et les appels qui sont pour la mise en perspective européenne. Voilà, donc avec des codecs un petit peu différents. Voilà, hop, et des bancs de montage. Voilà. Là, on arrive dans une grande pièce, alors qui est très lumineuse et très agréable, et qui est la grande pièce et donc le grand open space de Euradio. Et je vais maintenant vous présenter quelques-uns de ces acteurs de cette année. Donc, je te laisse te présenter, Maximiliane. Tu es en face du... un appel qui arrive. Ah oui, d'accord, mais ça, c'est pas grave. Hop, vas-y. Bonjour Maximilien, je suis journaliste stagiaire à Euradio. Enchanté. Et tu es de quelle nationalité? Je suis européen d'abord et allemand aussi. Voilà, donc Maximilian est en train de monter un sujet pour radio. Derrière, vous voyez donc un espèce de tableau qui représente toutes les semaines et les semaines en amont où on met ces sujets. Donc, on est à la fin pratiquement de la semaine 44 et au début de la semaine 45. Il n'y a pas grand-chose, j'ai un peu peur. Là, on rencontre Pauline. Bonjour. Voilà, Pauline, présente-toi ce que tu fais à la radio. Moi, je suis chargée de communication. Je m'occupe du site, de mettre en ligne tout ce qui est donc diffusé à la radio et puis d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, hop, je tourne. Et là, je vais donc vous montrer Giuseppe. Bonjour, enchanté. Ou Giovanni. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Giuseppe et je suis journaliste stagiaire en service civique. Je viens d'Italie. Et voilà, je suis aussi en train de monter l'émission voilà, pour lundi, de lundi. Voilà, qu'est-ce que c'est, le sujet? Oui, c'est les utopiales.
Voilà. Voilà, c'est à propos des utopiales. OK. Alors, on a Yelena qui est repartie. Donc, vous avez toute la salle de rédac. Ce n'est pas forcément bien rangé, mais ça vit. C'est ce qu'on aurait tendance à dire. Et puis, je vous présente Cécile Doguet. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour. Je m'appelle Cécile Doguet. Et je suis journaliste radio et je suis membre du conseil d'administration de radio. Et j'encadre les journalistes stagiaires sur le début de cette saison. Voilà, donc on va repartir. Tu viens avec moi? On va repartir de l'autre côté. Je vais vous présenter, donc, c'est des longs couloirs radio. Voilà, donc avec la machine à café. Bonjour, vous êtes en live sur Facebook. Bonjour. 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 Voilà. Et je vais vous présenter donc un autre bureau. La connexion est mauvaise. Nous avons perdu. Enchanté, le programme aussi de... OK. Voilà. Et puis, on va repartir dans le petit studio et pouvoir discuter. Mais en tout cas, voilà, vous avez vu une partie des studios de radio. Alors, non, il y a il y en a deux que je ne vous ai pas montés parce qu'il y a aussi deux autres petits studios. Donc, voilà, qui sont par là. Et qui donnent également sur le grand studio. Ah oui. Voilà. Donc, ça, c'est un premier et ça, c'est un deuxième. Voilà, également. Donc, en total, ça fait 4 studios et 2 cabines de montage. Voilà. D'accord, nickel. Merci beaucoup pour ce petit tour. Alors, j'en profite pour signaler à tous ceux, toutes celles qui regardent, n'hésitez pas à poser des questions ou mettre des commentaires en direct. On les fera passer un petit peu plus tard au long de cette interview. Donc, merci tout d'abord à vous deux de nous présenter votre station de radio. Alors, si vous pouvez, faites-nous une petite présentation un petit peu de radio. Comment l'idée vous est venue, de qui, où est-ce que ça se passe, etc. Alors, l'idée, elle a germé à Nantes en 2005 et elle est venue d'un constat que l'Europe n'était pas une préoccupation des mainstream déjà en 2007. Donc, ça n'a pas changé, hein, on est en 2020, et qu'elle était traitée une fois de temps en temps, un peu comme une chronique, une chronique jardinage, mais il n'y avait rien qui réellement nous venait des territoires déjà, et donc on ne savait rien sur l'Europe, et on avait eu de toute façon une sanction en 2005 sur le fait que les gens ne connaissaient pas l'histoire européenne. Donc voilà, ça a été après de se dire il faut monter tout de suite un média et arrêter d'attendre que les autres le fassent, puisque de toute façon ils ne le faisaient déjà pas en 2007, ils ne le font toujours pas. Donc on a commencé à monter ce média-là à Nantes en 2007 pour parler d'Europe à partir de notre territoire. Et ensuite, du coup, on a attendu 2013 et une nouvelle norme technologique qui était le numérique, qui est le DAB, pour lancer les autres fréquences françaises, puisque de toute façon, ce n'était pas possible de lancer ça sur la FM, il n'y avait plus de fréquences. Donc voilà, le projet, il est né comme ça, il est né au départ d'un constat, et de se dire qu'on n'allait pas attendre une décennie supplémentaire ou le détricotage du projet européen pour monter un média européen. Voilà. Et les motivations personnelles pour monter et nous engager à monter un tel projet, c'était que l'échelle européenne était notre terrain de jeu, on le savait, que c'était notre terrain de jeu sociétal, environnemental, culturel, économique, et que c'était aussi l'espace de nos enfants et des générations à venir. Donc, il fallait faire quelque chose et il fallait absolument qu'à un moment donné, cette dimension européenne soit représentée à un moment dans les médias. Voilà. Et je peux parler d'un exemple très concret. Hein. Ça fait des années et des années qu'on envoie les jeunes gens faire Erasmus, apprendre les langues étrangères. Quand ils reviennent,
Ils ont vécu pratiquement une année avec une information qu'ils ne retrouvent nullement dans les médias français. Ils ont pratiqué une langue qu'ils ne retrouvent nullement dans les médias français. Ils ont entendu des artistes qu'ils ne retrouvent nullement dans les médias français. Donc voilà, à un moment donné, c'était de se dire il faut être cohérent. Il faut être cohérent si on va justement mettre en onde voilà, des artistes européens qu'on a connus quand on est parti à droite et à gauche, là, les uns et les autres, dans une programmation musicale. On va parler de l'Allemagne, mais à partir d'un territoire et d'une ville plutôt que de État à État. Voilà, c'était de se dire on a des problématiques de politique public et donc on en a entendu parler à Hambourg. On va comparer Hambourg avec Nantes sur certaines thématiques. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre voilà, c'était ça le projet. C'est ce qu'on essaye en tout cas de monter aujourd'hui. C'était de montrer que l'Europe, ça vit, quoi. Voilà. D'accord. Alors justement, vous avez parlé des antennes. Donc, il faut savoir, donc vous êtes implanté à Nantes, mais vous avez des antennes un peu partout en France, c'est ça? Oui, on a 17 fréquences aujourd'hui, donc dans les plus grandes métropoles françaises. Mais l'objectif du projet, c'est pas de s'arrêter à la France, hein. Alors déjà, c'est de faire vivre la France si possible. Avec des moyens qu'on n'a pas pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, c'est d'être créatif et ingénieux pour quand même faire vivre ces antennes locales. Et ensuite, c'est d'aller monter un radio dans chacun des États membres. Voilà. C'est de se dire qu'à partir d'un moment, quand on aura un sujet qu'on commence à Brest, on peut le faire finir par une équipe qui est en Espagne et qui traite de la pêche, mais au moins avoir les deux cultures et de savoir pourquoi les pêcheurs bretons ne sont pas d'accord avec les pêcheurs espagnols. Voilà. D'accord. Alors justement, vous parlez d'autres antennes, enfin d'autres collaborations avec des pays européens. Est-ce que vous avez déjà des objectifs, par exemple, je sais pas, en Belgique ou En Belgique, on a déjà eu cette fréquence à Bruxelles. Donc, du coup, là, on a un E-Radio qui est arrivé en Belgique. Après, ça sera de faire exactement ce qu'on a fait en France. C'est-à-dire que quand on a monté celle de Belgique, on a fait une association belge, voilà, avec des acteurs belges et français, pour monter, pour avoir la fréquence de Bruxelles. Mais après, voilà, c'est que cette association-là couvre également et puisse couvrir le territoire belge à un moment donné, comme on l'a fait avec la France. Donc, aller chercher d'autres fréquences, voilà. Et ce qu'on veut faire, c'est la même chose avec voilà, d'autres villes européennes. C'est de monter ce radio dans tous les États membres. Et à tous ceux qui disaient, de toute façon, un média européen, ce n'est pas possible parce qu'on ne parle pas les mêmes langues, nous, on répond que non, c'est possible. Et c'est possible parce que, bien évidemment, il n'est pas question en Belgique de parler une autre langue que peut-être, d'en avoir trois d'ailleurs, le français, le néerlandais et l'anglais. Voilà. Si on va à Hambourg ou si on va dans une autre ville allemande, ils choisiront certainement l'allemand et l'anglais. Ce qui nous importe, nous, c'est d'avoir une espèce de facilité pour converser les uns avec les autres et de se dire qu'on a une ligne éditoriale qui est la même. Et c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile pour nous, à un moment donné, d'aller chercher nos journalistes sur une même thématique pour qu'ils finissent le sujet. Voilà. Donc après, bien évidemment, il y aura traduction, mais de chacun des bouts du sujet. Donc voilà, c'est assez simple à faire. D'accord. Est-ce que, alors des questions peut-être un peu plus pratiques, tous les collaborateurs, tous les salariés que vous avez avec vous, comment est-ce que vous les recrutez? Est-ce que c'est, comme j'ai cru entendre, un service civique? Est-ce que c'est à l'issue d'écoles de journalisme, etc.? En fait, c'était très... Alors déjà, on a trois niveaux dans ce projet. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On a les journalistes qu'on embauche, nous, voilà, pour radio, aussi bien pour Nantes que pour les locales. On a la radio-école. Quand on a monté ce projet, on s'est rendu compte que, voilà, à un moment donné, personne ne faisait cet apprentissage à l'expression européenne en journalisme. Personne, voilà. Donc, du coup, c'était de se dire, voilà, on va leur donner la pratique de comment on peut faire de l'Europe à partir de n'importe quel territoire. C'est ça notre formation ici à Euradio. Donc, c'est mets les mains dans le cambouis, tu es allemand, tu ne connais pas ce territoire, mais justement, comment tu vas appréhender ce territoire et comment tu vas rendre
ces informations locales, voilà, européennes. Voilà. Donc, comment tu les mets en perspective? Et là, ces jeunes Européens qu'on accueille une fois tous les 6 mois, au départ, on allait les chercher dans les écoles de journalisme. Aujourd'hui, pas que. Voilà. D'abord parce qu'on s'est rendu compte que on avait besoin de culture générale pour pouvoir faire ces sujets-là. Alors, je ne dis pas qu'on ne les trouve pas dans les écoles de journalisme, hein, mais en tout cas, nous, si on regarde les écoles de journalisme chez nous, la plupart des journalistes français, et en tout cas des jeunes gens, ne parlent qu'une seule langue ou deux à peine. Voilà. On ne focalise pas sur les langues dans les écoles de journalisme. Voilà. Oui, sauf que nous, aujourd'hui, on focalise là-dessus parce que comment, à un moment donné, ne pas s'intéresser à l'information d'un territoire et de ne pas parler une autre langue étrangère pour pouvoir aller lire cette information, ça me semble aujourd'hui, voilà, au XXIe siècle, une aberration de ne pas pouvoir dire, voilà, je parle italien, je vais voir ce qui se passe en Italie, et même dans un journal local, quoi, voilà. Mais j'ai au moins une information que je comprends, que je peux manipuler, que je peux voilà, mettre en perspective, quoi. Donc, ça, c'est important, en tout cas pour nous. Donc, du coup, on ne recrute pas ces jeunes gens simplement en école de journalisme. On les recrute sur leurs connaissances européennes, sur leur niveau de langue. Alors, en français, déjà, chez nous, parce qu'ils vont faire l'exercice, et qui est un exercice difficile à faire, c'est qu'ils vont parler français chez nous. Voilà. Ils font l'effort de parler français. Voilà. Mais c'est également intéressant parce que tout le monde se délègue de la diversité européenne, mais j'aimerais bien savoir où vous entendez la diversité européenne, sur quels médias. Parce que déjà, on n'entend pas la diversité française dans les médias. Donc, je voudrais savoir où on l'entend sur nos médias en diversité européenne. Il n'y a pas un seul accent, hein. Le seul accent qu'on a dans les médias, ça doit être apathie, hein. Voilà, avec l'accent qu'il a. Hein, autrement, les accents anglais, il n'y a plus Alex Taylor, donc il n'y a plus d'anglais. On n'a pas d'accent allemand. On n'a rien, en fait, qui représente ça. Donc, voilà, moi, c'était aussi de faire sonner ça. Voilà. Et puis, le troisième niveau qui intervient également à Euradio, ce sont les bénévoles. Voilà. À un moment donné, on sait qu'on a une problématique qui est une problématique de distanciation entre les auditeurs, les citoyens aujourd'hui et les médias. Et ben, c'était de leur redonner la parole et de les inclure dans un média et de les accompagner, de les entourer, mais en tout cas, qu'ils viennent également s'exprimer au niveau de ce média européen, en faisant des émissions, en faisant des petites chroniques. Voilà. Ils ont le droit au chapitre et ils ont le droit à la parole. Et c'est ce mélange-là, en fait, pour nous qui était important. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, toi ? Non, c'est tout à fait ça. Hein. C'était effectivement ces 3 niveaux qui sont donnés et l'importance est donnée à une. C'est pas forcément une connaissance des institutions européennes, mais c'est déjà une appétence à vouloir découvrir et se mettre se confronter en fait à une réalité qui peut être la même. Alors en ce moment, tout le monde a la crise sanitaire, mais on voit bien que tout le monde ne la vit pas de la même manière. Et c'est pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire. Et les discussions, elles se passent déjà dans la salle de rédaction que vous avez vu, qui est un espace ouvert, qui permet justement d'échanger sur une actualité ou sur des événements qui sont un peu plus longs, style la crise, savoir un peu comment ça se passe. Et puis c'est pouvoir ensuite retransmettre ça sur l'antenne, ces différences à partir d'un territoire, parce que, comme l'a dit Laurence, c'est vraiment cette Europe vue des territoires. On ne veut pas partir du haut pour aller voir en bas, on veut vraiment plutôt partir du bas et du quotidien des uns et des autres. Enfin, quand on dit bas et haut, c'est pas péjoratif et c'est pas des territoires et Paris, quoi. Mais voilà, sur des territoires, et comment est-ce que c'est vécu au quotidien et quelles sont les préoccupations et quelles sont les bonnes initiatives ou les difficultés et comment est-ce que ça se vit ici sur un territoire, en l'occurrence qui est Nantes, mais il y en a d'autres puisqu'on est aussi sur Lille, Strasbourg et sur d'autres villes en France, et évidemment aussi sur Bruxelles pour le moment. Et après, comment est-ce que, comme l'a dit Laurence, ces problématiques de territoire et de vie quotidienne, on a beaucoup, par exemple, depuis la rentrée, parlé des aménagements vélos, de comment est-ce que la Covid nous a fait
modifier Nos usages. nos usages. Alors, ça peut être des transports, ça peut être, c'était avec Giuseppe, on a parlé télétravail, par exemple. Giuseppe disait que, voilà, en Italie, le télétravail n'existait absolument pas avant le début de la crise et qu'ils se sont adaptés, de quelle manière. Et donc, ça permet d'échanger surtout ces aspects-là qui sont du quotidien et qui peuvent concerner chacun chaque auditeur, quel que soit son âge, sa situation, et qui concernent évidemment aussi ceux qui fabriquent cette antenne, qu'ils soient donc les journalistes stagiaires de la radio-école ou les bénévoles. Mais à côté de ça, on fait d'autres programmes. On fait aussi des journaux, un journal qui s'appelle Aujourd'hui en Europe, justement, voilà, qui va voir ce que décident les institutions, quels sont les comptes rendus de la Cour européenne, c'est géopolitique également. Enfin voilà, il y a tout chez nous. Voilà, en fait, c'est d'être curieux. Voilà, c'est ce qu'on aime, c'est d'ouvrir et de se dire que là, il nous manquait quelque chose, c'était d'aller au-delà et d'avoir ce niveau européen qui intervienne dans un média. Voilà. D'accord. Alors justement, ça correspond parfaitement à la prochaine question que j'inclurai avec une autre. J'avais une question sur comment vous choisissez les thèmes dont vous voulez parler dans vos émissions, et même plus largement, on s'interroge parce que on est au Taurillon, donc c'est une rédaction de papier, etc. Quel est vraiment le processus technique de production d'une émission? Vous nous avez montré les studios tout à l'heure. Essayez, enfin, si c'est possible, essayez de nous raconter un petit peu comment un sujet arrive de A à Z et comment il arrive et comment il est envoyé ensuite en radio. Alors, ça commence un peu basiquement, comme dans toutes les rédactions, par des réunions de rédaction. Alors, il y a une grosse réunion hebdomadaire où on essaye, nous, de travailler avec de l'avance. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une actu chaude immédiate, mais on est sur une actualité du moment. Qu'est-ce qui intéresse en ce moment, qu'est-ce qui pose question, voilà. On est sur le moment, mais pas forcément sur une actualité extrêmement chaude. Donc, on discute des sujets ensemble. Alors déjà, la construction, elle commence là, en fait, la construction des sujets, parce qu'on l'a dit, il y a des nationalités différentes, donc des perceptions différentes. Certains ne connaissent pas du tout certains aspects, d'autres ont une idée très précise. Donc déjà, on essaye de déterminer les sujets. On a, pour ce qui est de la radio-école, on est parti cette année sur 2 formats, qui est un format invité d'une dizaine de minutes et un format reportage quand c'est possible ou enrobé de 2 minutes 30. Et à chaque fois, on part d'un territoire. Alors, on essaye de partir de Nantes, mais on essaye aussi de s'appuyer sur les différentes nationalités de Nantes ou Lille ou Strasbourg. Et on essaye aussi de s'appuyer, bon là en l'occurrence de Giuseppe en Italie et de Maximilien en Allemagne, qu'eux aussi nous disent... ils découvrent une ville qui est celle de Nantes. Donc, on leur demande aussi de s'interroger, de s'étonner, de faire leur réflexion à voix haute, parce que ça peut déboucher sur un sujet. Ils peuvent, par exemple, voilà, je reprends l'exemple des vélos ou l'exemple des 30 km/h, parce que la ville de Nantes est passée à la rentrée aux 30 km/h, plus que l'hypercentre, dans presque l'intérieur de la ville. Et Maximilien, ça l'a interrogé par rapport à ce qui pouvait se faire en Allemagne. Donc, à chaque fois, on part de cette question-là, du territoire, et on essaye de l'illustrer. Alors, c'est ça qui est intéressant, d'être avec des étudiants qui ne connaissent pas le territoire, parce qu'ils ont une réflexion, ils sont beaucoup plus ouverts, ils n'ont pas toute la construction politique qu'il y a pu y avoir autour. Donc, ils ont vraiment un regard neuf et qu'ils alimentent avec ce qu'ils sont eux et avec leur histoire. Alors, la plupart du temps, en plus, ce sont des étudiants qui n'arrivent pas directement de leur pays. Très souvent, ils ont une autre expérience européenne dans un autre pays européen, ce qui renforce évidemment leur capacité d'analyse et de retranscrire en fait ce qui s'y passe. Et donc après, chaque sujet est déterminé dans un format, invité, donc reportage ou enrobé, et attribué à un journaliste. Donc ça peut être son idée, il la développe, ça peut être des idées qu'on a vues voilà, avec des invitations presse, communiqués de presse, conférences de presse, ou des sujets où on pense, nous,
Laurence et moi, qu'il faut y aller, quoi. C'est un sujet qu'on doit illustrer, que les autres n'ont pas fait, qu'on doit illustrer. Et ensuite, eh bien, ils construisent leur sujet. Donc là, ils sont autonomes totalement, c'est-à-dire qu'ils vont trouver la bonne personne. Donc, on les aide un petit peu. Qui va pouvoir parler de ce sujet, de quelle manière, est-ce que c'est la bonne personne. Ensuite, ils entrent en contact avec. À chaque fois que c'est possible, ils essayent de se déplacer, mais c'est vrai que voilà, ça, depuis plusieurs mois maintenant, on a aussi l'habitude de faire des interviews en visio ou par téléphone, ce qui est parfois plus simple. Et ensuite, eh bien, c'est à eux de traiter le sujet, c'est-à-dire de le monter. Hein. Il y a toute une partie montage. Pour l'instant, sur cette rentrée, on est un petit peu comme beaucoup de médias, voilà, confrontés à cette difficulté d'être tout le temps sur le terrain et d'avoir les moyens de faire du direct. Donc, pour l'instant, sur ce début de septembre-octobre, on n'a pas fait de direct et on préfère que les étudiants travaillent leur sujet et que ce soit agréable à la diffusion. Donc, ils enregistrent, ils font du montage et ensuite, ils mettent leur voix dessus pour présenter le sujet, représenter l'invité quand il y a besoin. Et les sujets comme ça sont ensuite prêts à être diffusés à l'antenne. C'est comme ça essentiellement. Voilà, et pour ceux qui suivent plus l'actualité européenne et des institutions européennes, ça se passe plutôt du côté de Bruxelles avec le studio de Bruxelles. Voilà, et là, c'est comme tout média, c'est-à-dire qu'il y a une conférence de rédaction où ils vont parler en effet tous les matins des différents sujets qu'ils vont développer aussi bien aujourd'hui en Europe que pour leurs différentes chroniques, les chroniques européennes, le Géopolis, voilà. Ok, nickel. Et donc justement, vous avez abordé tout à l'heure la question de l'actualité du moment qui malheureusement nous empêche un peu tous de nous rencontrer physiquement. J'avais une question sur la période de confinement. Comment est-ce que vous avez vécu ce confinement au niveau de radio? Est-ce que ça a modifié des choses? Alors, vous avez déjà commencé à répondre à cette question. Et même plus largement, sur votre local donc, que vous nous avez présenté. Déjà une question sur comment vous avez eu ce local. Est-ce que la ville de Nantes vous a aidé? Est-ce que vous avez des financements européens, etc. Et question subsidiaire, est-ce que vous disiez, bon, il y a un petit local, est-ce que vous pensez, est-ce qu'à terme, un local plus grand, vous envisagez ça? Est-ce que justement, quand il y aura une collaboration avec d'autres pays européens, enfin voilà, quelles sont vos perspectives futures? Sur le confinement, je vais répondre sur le confinement. C'est arrivé, ça faisait un mois que la nouvelle équipe était arrivée. Ils étaient 6. Ils étaient 3 Français, 2 Britanniques et une Tchèque. Et c'est vrai que les choses se sont faites très vite. C'est d'abord Eliška de la République tchèque qui est rentrée en fait qui a correspondu au week-end à peu près du confinement. Mais elle est rentrée de son plein gré parce que chez elle, voilà, les frontières commençaient à se fermer et qu'elle ne souhaitait pas rester à Nantes, mais elle souhaitait rejoindre sa famille. Donc, c'est la première qui est partie. Après, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Et il nous a paru presque une opportunité. Il y avait un petit côté, alors c'est le côté journaliste qui ressort, un petit peu excitant de vivre une période totalement inédite. Enfin, en tous les cas, pour nous, hein, même si moi j'ai plus âgé, je n'ai pas connu la guerre. Donc, c'est une période très, enfin, voilà, inédite totalement, et de la vivre là avec des Européens. Donc, les Britanniques ont fait le choix de rester en France, et puis les Français ont fait le choix. Alors, il y a un Français qui a fait le choix de partir à Bruxelles, un autre qui a fait le choix de rester à Nantes, une autre qui est rentrée dans sa famille. Bon, et donc, on s'est effectivement éparpillé et on a su faire de la radio à distance et produire tous les jours. Alors, le début du confinement a été assez simple parce que les idées ne manquaient pas, les sujets, c'est-à-dire qu'on avait Eliška à Prague qui était capable de nous parler de son quotidien, de nous décrypter aussi ce qui faisait l'actualité. Il y a eu des débats, des polémiques, enfin, donc elle pouvait nous en parler. Évidemment, pareil, les Britanniques étaient en lien avec leur famille, donc étaient aussi capables de nous faire ces restitutions-là. Donc, chacun a pu travailler en fait de chez lui, avec aujourd'hui des outils qui sont assez simples, qui peuvent être le smartphone, avec un tout petit enregistreur, on a sa voix, on peut enregistrer ou sur ordinateur avec des petits logiciels
logiciel, on peut enregistrer à distance des gens au téléphone ou par Zoom ou au téléphone. Donc, ça a été assez simple et on a mis ça en place. Mais au final, on n'est pas allé comme ça jusqu'au bout du confinement parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'on tournait un peu en rond. Enfin, il y a eu le confinement, puis finalement, le déconfinement est arrivé. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais on s'est arrêté quasiment au déconfinement ou pas longtemps après le déconfinement parce que il n'y avait plus cette matière. Alors, c'était compliqué, certes, il y avait beaucoup de choses en visio, mais forcément, il se passait beaucoup moins d'événements. Et une fois qu'on a traité la difficulté à se retrouver tout seul chez soi, les mesures sanitaires, masque, pas masque, enfin, ouverture des bars, fermeture, enfin, etc. Une fois que tout ça a été décidé. Oui, c'est bon. On ne vous entend plus par contre. On ne vous entend plus. Ouais, le micro est coupé. Voilà, ça y est, on est revenu. Oui. Et donc, voilà, une fois que tout ça, ça a été, on s'est rendu compte que voilà, il valait mieux s'arrêter parce qu'on était arrivé un petit peu au bout. Et puis que l'objectif, c'était, notamment pour les étudiants, c'était de les encadrer. Et qu'à un moment à distance, c'est plus compliqué aussi d'encadrer des étudiants. Donc, on s'est arrêté fin mai sur le confinement et on a laissé l'antenne tourner avec des émissions qui avaient pu être tournées avant le confinement et qu'on a pu comme ça continuer à produire. Et on a repris une antenne véritablement qu'à la mi-septembre. Après, donc, tu posais la question des locaux et des moyens. Donc, il faut savoir, bon, c'est transparent, hein, Euradio. Euradio, c'est financé par les collectivités locales, donc nos collectivités locales nantaises, donc la métropole, la ville de Nantes, la région, le département. C'est donc l'économie du projet Euradio, c'était de se dire que on n'allait pas faire en fait un média qui part de Nantes et qui fait la même chose que la plupart des médias parisiens qui aspergent nos territoires, qui n'ont pas de journalistes et qui se fichent éventuellement de l'information qu'il y a sur ces territoires-là. Non, c'est de se dire on va le faire à partir de Nantes, mais on le fera également à partir de Bordeaux, à partir de Toulouse, à partir de Paris, à partir de Strasbourg, de Lyon, de Lille, enfin bref, dans toutes les villes. Donc, du coup, on a des locaux qui vont s'ouvrir au fur et à mesure dans chacune de ces villes avec un journaliste. Voilà. Il est bien entendu d'arpenter le territoire. Alors, c'est compliqué à faire parce que derrière, il y a une économie. Et l'économie, c'était de se dire, les villes doivent également participer à la visibilité et à l'explication de l'européanisation de leur territoire, des grandes problématiques qu'ils ont au niveau européen à partir de leur territoire. Donc, c'est normalement l'économie de ce média, c'est d'aller chercher des moyens dans chacune des villes françaises pour faire également tourner ce média, mais pas que. Voilà. Il y a aussi le privé qu'on doit aller chercher parce qu'à un moment donné, il faut être clair, on ne peut pas manger au râtelier européen et ne jamais parler du projet européen quand il en a besoin. Donc, c'était de se dire, les patrons aussi, aujourd'hui, ont une responsabilité par rapport à l'Europe et ils en ont une très, très grande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi être en mesure et capable de défendre l'Europe vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses cadres. On peut savoir qu'on est une grande entreprise ou une PME qui travaille au niveau européen, mais ne pas toujours être d'accord. Donc, c'est bien d'expliquer pourquoi on travaille sur le territoire européen et pourquoi on doit garder ce territoire européen uni par rapport à l'économie d'une entreprise, mais pas que. Voilà. Donc, c'est le modèle économique de radio. Normalement, c'est ça. Et puis, il y a un financement également de deux ministères qui sont le ministère des Affaires européennes et le ministère de l'Enseignement supérieur, puisque on a maillé les territoires et on maille au fur et à mesure le territoire. Par exemple, à Nantes, il n'y a pas une école qu'on n'est pas allé chercher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous l'Europe dans notre ADN et encore plus les écoles. Donc, c'est d'aller chercher les étudiants et de dire, toi, tu travailles à l'école du bois. Et ben ouais, mais dans ces cas-là, le bois, c'est aussi une thématique européenne. Donc, tu vas venir en parler. Travaille à l'école de design, viens parler du design en Europe. Voilà, tu travailles à tes élèves d'histoire, tu vas venir parler d'histoire dans nos locaux.
parce qu'il y a une histoire européenne à raconter. Voilà, donc on a maillé tout ça et c'est pour ça que du coup, on est aussi accompagné aussi par l'éducation nationale pour faire des programmes avec les étudiants. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais financièrement, voilà le modèle économique pour l'instant de radio, en sachant qu'on cherche du privé aujourd'hui, et c'est ça justement qui nous a arrêtés pendant cette période Covid, c'est que ce qu'on devait faire et le privé qu'on devait aller chercher, nous ne l'avons pas trouvé aujourd'hui. Voilà, mais c'est le travail que nous avons à faire pour développer le modèle radio, voilà, et avoir de plus en plus de journalistes également pour accompagner toute une partie de cette programmation qui sera faite et qui restera faite par des citoyens parce que c'est important et des étudiants qui feront aussi des bouts d'émissions. Voilà, donc on a besoin en fait de toutes ces catégories-là et on a besoin aussi de payer des gens pour faire exister ce média-là. Et puis d'aller chercher les grands noms aussi, voilà. Parce qu'à un moment donné, comme on n'arrive pas à faire parler d'Europe dans les médias, et je sais que je viens encore de signer une lettre pour qu'on parle plus d'Europe dans les médias, et ça finit vraiment par m'agacer, mais je le fais quand même parce que c'est important de le faire. Je me dis, à un moment donné, voilà, est-ce que les gens également vont réagir en disant elle a peut-être raison, donc c'est peut-être avec elle qu'il faut qu'on marche, parce que derrière elle, c'est pas seulement moi. Enfin, nous, on est allé chercher un outil pour vous là qui faites de l'Europe et qui avez l'Europe dans votre ADN. Donc à un moment donné, plutôt que d'attendre toujours que ce soit les grands médias qui sont quand même les médias d'hier, parce qu'ils ne l'ont toujours pas fait. Donc, on a le choix de toujours se retourner vers le passé, ou on a le choix de se tourner vers demain et de se dire, en fait, fuck, on en a marre, en fait. On va plutôt choisir demain et accompagner celui-ci parce qu'il a l'air d'être ouvert, ils ont l'air de vouloir le faire et on va trouver les moyens avec eux pour le faire, ce média de demain, plutôt que de demander toujours aux mêmes de le faire. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, voilà, c'est comme d'habitude. Je dis très passionné, comme d'habitude. Pas de problème. Alors justement, tout à l'heure, vous parliez des motivations qui vous ont poussé à créer Radio, notamment la méconnaissance des institutions européennes, notamment entre 2005 et 2007. Et vous parliez à l'instant de l'action du ministère de l'Enseignement supérieur auprès du financement de votre radio. En ce moment, on sait que malheureusement, l'éducation nationale est une priorité absolue et qu'elle est attaquée comme institution vectrice de liberté. Est-ce que dans vos émissions, vous faites de la vulgarisation des institutions européennes? On peut penser notamment à destination des collégiens, des lycéens. On sait que c'est un public qui ne bénéficie pas forcément d'un enseignement qui dépend évidemment des territoires, mais voilà, quelle est votre action à destination de ce public-là? En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Je pense que je devrais tous vous inviter à venir et à vivre ce projet-là. En fait, je ne sais pas si on fait des choses spécifiques parce qu'on le fait tout le temps, tout au long du programme. C'est-à-dire que là, les enseignants viennent. Il y a un programme qui s'appelle LIP, L-I-P-E, voilà, et c'est fait avec des chercheurs. C'est fait avec des enseignants et il y a des petites chroniques qui sont des petites chroniques pédagogiques à partir d'une thématique. Je vais te donner un exemple très simple. À partir d'une thématique, il y a donc un chercheur qui parle de cette thématique. D'accord ? Après, on a 3 petites séquences pédagogiques pour pouvoir en parler en classe. Et ensuite, on a on discute avec un enseignant qui est un enseignant-chercheur, comment on peut utiliser ces petites chroniques en classe pour faire justement cette intervention sur ces thématiques européennes, voilà, en CE2, je ne sais pas si c'est en primaire, mais je pense que c'est en collège, au lycée, voilà. Mais en même temps, nous, quand tu poses ta question, si tu la posais à un média, tu vois, un grand média d'aujourd'hui, il pourrait répondre en disant, bah oui, on a, parce que du coup, c'est parce qu'ils font de la chronique jardinage, tu vois, c'est de temps en temps. Mais nous, en fait, si tu écoutes, ce n'est que ça. Ce n'est que ça, voilà. On ne fait que ça. Dans différentes thématiques, c'est rencontre avec un photographe, mais un photographe européen, tu vois, voilà. Donc, c'est rencontre avec les aventuriers, c'est les programmes de l'ESA, parce que c'est quand même le plus gros et le plus beau projet qu'on ait également en Europe et dont personne ne parle, tu vois. Ça va être
Enfin, voilà, il y a plein de choses en fait. Voilà, on va parler de design européen, comme je te disais. Il y a les élèves qui vont venir en parler, qui vont faire des chroniques, mais il y a des grandes émissions dessus. Il y a l'histoire, il y a en effet l'information des institutions, mais on n'a pas envie. Moi, je ne suis pas une européenne béate. Voilà, je défends un projet qui est celui-ci parce que j'ai des valeurs. Voilà, et que les valeurs que je porte aujourd'hui, c'est de dire nous ne pouvons pas laisser ce projet européen se détricoter. Voilà. Et qu'il faut un outil pour ce projet européen. Nous devons être derrière ces institutions européennes comme nous sommes derrière nos institutions nationales. Voilà. Et qu'à un moment donné, plus on fera naître de projets et de médias de demain et pas attendre que les autres le fassent, voilà. Et plus à un moment donné, ils se bougeront un peu plus les fesses parce qu'il y a des gens qui leur demanderont des comptes. Voilà. Et qu'il y aura non seulement des auditeurs derrière les postes ou derrière les télévisions ou derrière les magazines qui vont le lire. Mais encore faut-il le faire. Voilà. Et moi, je pense que les médias sont suivis. Donc, à un moment donné, c'est de créer un média qui le fasse bien, à qui l'on donne les moyens pour bien le faire. Je pense qu'à un moment donné, tu la positionnes dans la ronde des 20 là, tu vois, qui existent et qui bouffent tout. Voilà. Donc, et après, ceux-là suivront en disant, mais disons, c'est quand même super intéressant quand même l'Europe au niveau des territoires, au niveau des institutions. Bah oui, c'est super intéressant. D'ailleurs, quand on en fait, après, on ne revient plus en local et en national comme ça. Voilà. On a toujours besoin de cette troisième partie de l'information qui est le niveau information européenne. Voilà. Et comme dirait Lamassoure, voilà, on ne revient jamais de ça. D'accord. Nickel, merci beaucoup. J'en profite aussi pour rappeler à toutes celles et tous ceux qui regardent qui peuvent tout à fait poser leurs questions. On les posera un peu plus tard. Une autre question, j'ai appris que vous aviez une politique vis-à-vis de l'égalité, notamment sur la rédaction de vos émissions. Donc, je vous laisse nous en parler un peu plus. Ah oui, ça c'est aussi c'est quelque chose qu'on avait en tête et qui était depuis très très longtemps, hein, parce que c'est comme la diversité européenne. Ça, tout le monde parle de l'égalité femmes-hommes. Et on s'enorgueillit de ça, mais c'est bien d'en parler. Mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Enfin, il faut poser des actes, on est d'accord. Donc, voilà, je déteste de parler et ne jamais poser d'actes. Donc, on a commencé l'année dernière à ouvrir ce grand dossier qui était de dire, voilà, on a une problématique dans le milieu artistique. Hein, les femmes sont sous-représentées par rapport aux garçons. Et donc, du coup, c'était de se dire, dans la musique, on va les représenter à égalité avec les garçons. Donc, on a complètement vidé notre base musicale. Ouais, c'était un travail de fou. Voilà. Et on s'est dit égalité, les gars. Et puis c'est les gars qui font la programmation. Égalité, femmes, hommes. Donc en fait, du coup, ils nous ont fait une programmation musicale qui est tiers femmes, tiers hommes, tiers groupe mixte. Voilà. Et c'est calculé. Et donc il y a un reporting tous les mois qui nous dit ah, ça a bien tourné, ah, on a un peu plus d'hommes, ah, il faut remettre voilà. Donc et ça, on en est très content et très fier. Voilà. On a non seulement ce côté-là, mais on va faire rentrer un autre côté qui sont aussi des langues. Parce que si tu écoutes aujourd'hui, ton oreille, elle est formatée. Alors, je ne te dis pas par 15 artistes, je pense, ils ne sont pas plus. Hein. En France, je pense qu'il n'y en a pas plus. Voilà. Et alors, donc, nous, c'était de déformater ça et de se dire, les artistes européens, ils existent. Les femmes, c'est très facile de faire une programmation musicale égalité femmes-hommes parce que si tu n'es pas simplement dans le flux de ce qui t'arrive et que tu fais ton métier correctement et que tu vas chercher parce que tu es curieux également et que tu te dis, bah, voilà, il y a des filles quelque part, hein, bien sûr. Voilà. Et voilà, tu y arrives. Donc, pour les langues, ben, ça va être un peu la même chose. Même si les groupes, pour passer à l'international, ont tendance du coup à chanter anglais, on arrive toujours à trouver voilà, quelques titres qui sont super beaux d'ailleurs et qui ne sont pas du folklorique, hein, voilà, et qu'on peut mettre dans la programmation. Donc, ça va être aussi ce qu'on va refaire monter. Voilà. Et puis, il n'y a pas que dans la programmation musicale qu'on est en train de faire ça, c'est-à-dire que à un moment donné, arrêter de dire les femmes sont sous-représentées dans les médias, dans les sujets. Donc là, on va essayer, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire de plus en plus, c'est de mettre et d'avoir, mais on en est qu'au tout début. Donc, il faut vraiment qu'on pose les bons outils pour pouvoir le faire.
qui ait autant de femmes que de garçons dans les sujets. Voilà. Déjà, dans l'équipe, c'est bon. Maintenant, il nous reste en effet dans le contenu et dans les sujets. Dans les intervenants, dans les experts, qu'il y ait aussi autant de femmes que d'hommes qui puissent s'exprimer. Et puis quand même, tu peux parler du 8 du mois. Parce que et oui, et puis voilà. Et puis c'est pareil, du coup, comme on en avait marre simplement du 8 des femmes une fois par an, en dehors de cette programmation qu'on a faite qui est égalitaire, on s'est dit qu'on allait faire le 8 des femmes tous les mois. Nous. Comme ça, au moins, voilà, on en rajoute un tout petit peu. Voilà. Où la programmation est exclusivement féminine. Féminine. Coup, sur 24 heures. D'accord. Ok. Nickel. Eh bien, moi, je n'ai plus de questions. Alors, si vous... On t'a fatigué, en fait. On t'a complètement fatigué, quoi. C'est ça. Mais on est saoulante, hein. On est saoulante. Pas du tout, pas du tout. Si vous voulez présenter un petit peu les dernières émissions que vous avez faites, qui sont actuellement diffusées, ou les derniers sujets que vous avez sortis. On peut aller chercher le truc de Bruxelles. Oui, alors je vais t'en parler. Donc, les dernières émissions qu'on a mises en place du coup à Euradio sont donc le Aujourd'hui en Europe, qui est réellement un très très chouette programme, donc une information qu'on a peu. Elle est géopolitique, elle est également en suivi des institutions européennes. C'est d'être curieux d'aller voir ce qui se passe sur le territoire européen. Donc ça s'appelle Aujourd'hui en Europe. On a 2 éditions par jour, voilà, qui sont renouvelées. Autrement, il tourne beaucoup dans la journée, mais ça, c'est un très, très beau programme. Merci, Cécile. Voilà. On a l'humeur européenne. On a donné la parole. Alors, je sais que certains ne sont pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de faire, mais je l'assume, comme tout d'ailleurs. On a redonné la parole à Bernard Guetta, qui nous fait l'humeur européenne une fois par semaine, parce que Bernard Guetta est citoyen européen, député européen, mais il est journaliste également, et il le restera. Géopolis également, donc, qui décrypte l'actualité d'une zone géographique, ça c'est vraiment très très bien. On a rencontre avec un photographe, donc c'est un parcours, un décryptage de photos. Ce sont généralement des reporters, des grands reporters, qui ont fait des expos, et on revient, on choisit 5 photos avec eux, mais qui nous expliquent un petit peu voilà, ce qu'ils ont vécu sur différents territoires pour prendre ces photos. On a donc une revue de presse anglophone une fois toutes les semaines. On a À la barbe du globe, qui est un interview avec un explorateur généralement, voilà, et qui va être en alternance également avec rencontre avec une personnalité de l'ESA, donc le programme de l'Agence spatiale européenne, parce qu'on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait mettre un coup de projecteur là-dessus. On a Histoire d'Europe, c'est un focus sur un événement historique. Une partie des émissions, d'ailleurs, est réalisée à Bruxelles et associée avec un événement, donc, ou une conférence ou une exposition. Rencontre avec un correspondant également, donc c'est un correspondant de presse qui est basé à Bruxelles. Donc ça, on a cette rencontre-là 2 fois par mois. Chronique européenne, c'est comme voilà, c'est un rendez-vous une fois par mois avec un membre, avec un député européen ou un membre de la Commission. On a le siècle des ampoules, c'est un décryptage d'un sujet environnemental ou scientifique avec des spécialistes ou plusieurs spécialistes au niveau européen toujours. Mais je ne sais pas si j'ai besoin de le rajouter, ça au niveau européen. On a Cap à l'Est. Alors, on a 2 émissions qui analysent l'actualité de l'Europe orientale cette année sur Radio. On a de la littérature également avec Kapuscinski à Cappuccino. Rigolo. Voilà, il y a des petits titres comme ça qui nous font rire. On a des éditorialistes et notamment au niveau économique. Donc, on a un chroniqueur, un éditorialiste qui s'appelle Marc Tempelman et qui fait un petit billet une fois par semaine. Donc, on a 5 éditorialistes qui se relaient et 5 chroniqueurs également une fois par semaine. Et puis, plus les programmes de Lille, voilà, on reviendra avec Strasbourg bientôt parce que voilà, il faut qu'on retrouve un journaliste là-bas, mais voilà, et à Lyon aussi, donc voilà, et puis bientôt Paris, voilà.
D'accord. Et puis tous nos bénévoles, parce que là, j'ai fait ceux qui sont faits par la rédac, mais on a un paquet de beaux programmes. Hein. Enfin, on a à partir on a la fabrique urbaine, je crois que c'est à partir de notre territoire et tout ce qui la mise en perspective de l'urbanisation également aujourd'hui à partir de notre territoire sur d'autres territoires européens. On a Workplace in Europe, donc c'est toutes les thématiques qui sont liées au RH, au travail et qui sont mises en perspective européenne et faites par une ancienne de Sciences Po. Voilà. La grille est super riche, mais voilà, elle est faite avec différentes personnes. Il y a la rédac, il y a la radio-école, enfin l'académie radio, et puis il y a les bénévoles. Voilà. D'accord. Nickel. Il me reste à vous remercier beaucoup pour votre passion que vous imitez. Merci à vous, merci à tous vos collaborateurs. C'était très, très intéressant et très aimable à vous de faire un petit peu le tour de radio. Je remercie également tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés. Et je vous donne rendez-vous à 17h15 pour la prochaine conférence qui sera un podcast « Donner la parole à l'Europe » présenté par Antoine Lereux de notre partenaire Europod. Merci encore à vous deux. Merci à tous. Merci, au revoir. au revoir. Au revoir.